Dans la ville de Allenton, un terrible drame familial va se produire et remettre beaucoup de choses en question. Mais comment peut-on en arriver là? Et est-ce que ce drame aurait pu être anticipé et arrêté? C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Cette vidéo va aborder des éléments sensibles pour certains, puisque, autre que des sujets criminels, nous allons parler de religion, de racisme et de néonazisme. Malgré les sujets compliqués et le manque d'archives, j'ai envie de vous faire connaître cette affaire, car le message de prévention me semble important, même de nos jours. Ce fut une de mes plus grosses recherches, assez compliquée également car les archives ne sont pas très nombreuses. De ce fait, je n'aurai pas beaucoup d'archives visuelles à vous présenter. Pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas. Je vais quand même essayer de rendre l'expérience visuelle agréable pour tous lors du montage. Mais voilà, juste pour vous prévenir, j'ai pas beaucoup d'archives. Désolée pour la longueur de l'introduction, on peut maintenant commencer. Nous sommes à Allenton, en Pennsylvanie, où se trouve la famille Freeman. Elle est composée des parents, Denis et Brenda, et de leurs 3 enfants, Brian, David et Eric. Denis travaille en tant que concierge dans un lycée et Brenda est femme au foyer. Ce sont des personnes assez discrètes, surtout connues pour être des témoins de Jéhovah, dévoués, et c'est justement au sein de la congrégation qu'ils se sont rencontrés des années auparavant. Leurs parents étaient des témoins de Jéhovah, tout comme eux, et c'est dans cette continuité qu'ils élèvent leurs enfants en leur faisant suivre les règles qui composent leurs croyances. Pendant leur enfance, Brian et David sont proches de leurs parents, surtout de leur père qui les admire. Les voisins les voient souvent l'accompagner lorsqu'il fait du porte-à-porte dans ses actions de missionnaire, et ils sont toujours impeccablement habillés, toujours polis et bien éduqués. Ils ont tous les deux une intelligence plus élevée que la moyenne, avec des QI de 110 pour David et 120 pour Brian. Et ils ont de très bonnes notes à l'école également. Mais en grandissant, ils ont de plus en plus de mal à comprendre toutes les règles imposées par leurs parents. D'autant plus qu'ils fréquentent une école publique. Ils sont donc en relation avec des enfants qui ne font pas partie de leur communauté. Leurs camarades leur parlent de leur fête d'anniversaire, des cadeaux qu'ils ont eus pour Noël et de leur déguisement d'Halloween. Des concepts inconnus pour les 2 garçons. Pour ceux qui ne connaissent pas spécialement les règles qui entourent les témoins de Jéhovah, il est important d'en connaître certaines afin de comprendre le contexte de l'affaire. La famille Freeman ne fête pas les fêtes traditionnelles, chrétiennes ou païennes. Ils ne célèbrent donc pas leurs anniversaires, Noël est un jour comme les autres, et pareil pour les autres célébrations anglo-saxonnes ou du monde occidental. Et plus les enfants grandissent, plus ils remettent ça en question. Ils questionnent leurs parents afin de comprendre pourquoi ils n'ont pas de cadeaux pour leurs anniversaires comme les autres enfants. Et leurs parents leur répondent que c'est ce que Dieu souhaite. Les autres sont dans l'erreur, mais eux, ils font la bonne chose. Ils font ce qu'il y a à faire. Il y a donc une fissure qui se constate entre eux et les autres enfants de l'école, et cela commence dès le matin. Lorsque leurs camarades se lèvent pour chanter l'hymne national, Brian et David sont les seuls à rester sur leur chaise en silence. Lorsque leurs camarades se rendent à leurs activités extrascolaires, comme le sport, ils rentrent chez eux, n'étant pas autorisés à faire quelconque compétition sportive. Et le fait d'être en permanence confrontés au monde extérieur, avec des habitudes qui sont différentes comparées à celles qui sont enseignées chez eux, va vraiment avoir un impact sur leur évolution. En 1991, lorsque Brian a 13 ans et David 11 ans, ils prennent la décision de ne plus accompagner leurs parents et leurs petits frères aux différentes réunions de la communauté. C'est à cette époque qu'on estime que leur rébellion a commencé. Denis tente de ramener ses fils à la raison, il leur parle de ses croyances, il leur lit des passages religieux et il tente vraiment de les inclure à nouveau dans la communauté. Malheureusement, ses efforts sont vains et l'exclusion des 2 frères va être encore plus définie lorsque même les membres de la communauté ne souhaitent plus les fréquenter. L'autre élément rapporté qui peut expliquer la fissure entre les garçons et leur père est que durant cette période, Denis, suite à un conflit personnel avec d'autres membres, il a perdu son statut. Dans la communauté, il y a une hiérarchie où se trouvent ce qu'on appelle les aînés. Ce sont des membres respectés qui sont là pour guider et conseiller les autres. Et lorsque Denis perd ce statut, il est alors rétrogradé et perd sa place d'aîné. Certains disent que les 2 fils perdent une part du respect qu'ils avaient pour leur père à ce moment.
Denis a une stature assez impressionnante, mais il a du mal à faire preuve d'autorité envers eux. Il leur dit de ne pas faire certaines choses, mais il a vraiment du mal à réellement sévir et les punir. Ses fils ne l'écoutent pas. Et avec le temps, Brenda va prendre la place de celle qui les discipline, tentant de leur imposer des règles, en les punissant lorsqu'ils ne respectent pas, mais ça non plus, ça ne fonctionne pas. Pendant plusieurs années, leur tante, Valérie Freeman, vit avec eux et elle rapporte plusieurs incidents qui se sont déroulés au sein du foyer. Durant l'année 1992, un jour, elle découvre dans son lit des parties d'animaux dedans, comme des pattes de poulet, et elle prévient les parents. Assez rapidement, David avoue que c'est lui, et Denis est horrifié. Il lui dit que ça ressemble à un rituel satanique et qu'il fait le travail du diable. Mais la seule réaction qu'il obtient de la part de David est la moquerie. Toujours en 1992, Valérie et David ont une dispute. Elle lui explique que son comportement est inacceptable et cela part dans la violence. David finira par la menacer de lui tirer dessus et criera à ses parents qu'il les tuera tous. Et malgré l'intervention des anciens de la communauté, de ses parents, des autres membres, rien ne semble avoir un impact sur David. Puis, comme d'autres adolescents, il tente ses propres expériences. Il commence avec l'alcool, buvant de temps en temps, malgré que ce soit interdit pour les témoins de Jéhovah. Et libéré de ses obligations, il rejoint l'équipe de football. Mais son comportement agressif lui vaut une exclusion temporaire après qu'il ait menacé de mort son entraîneur. Brenda est dépassée par la situation. Elle ne voit pas beaucoup de possibilités pour améliorer le comportement de son fils. Elle décide alors de le faire entrer dans un centre qui lutte contre les addictions. Il y reste pendant 1 mois et il confesse qu'il ne consomme pas seulement de l'alcool, mais de la drogue également. À sa sortie, il n'est pas plus calme, et bien au contraire, il est furieux que sa mère l'ait laissé dans cet établissement pendant 1 mois. Et dès son retour à la maison, il s'attaque à elle. Il la plaque au sol et lui hurle à plusieurs reprises qu'il va la tuer. Face à la situation, Brenda décide à nouveau d'éloigner David du domicile. En janvier 1993, il est reçu dans une école spécialisée pour les enfants difficiles lorsque les parents ne peuvent plus s'en occuper. Sur les papiers d'admission concernant la raison de son arrivée, il est indiqué incapable de le contrôler à l'heure actuelle et ils craignent pour leur sécurité car ils ne peuvent pas fournir la structure et la supervision dont il a besoin. David reste dans cette école pendant 1 an et il parle à plusieurs reprises à la psychiatre de l'établissement qui écrit plusieurs rapports à son sujet. J'ai sélectionné certains passages qui me semblent nécessaires pour comprendre l'état mental de David à cette époque. Elle écrit: David n'a pas de lien ou de relation avec sa famille. Il a décrit avoir voulu tuer ses parents pendant plusieurs années. Cela remonte à 1990 ou 1991. Ce qui signifie qu'à l'âge de 10 ans ou 11 ans, David avait déjà dans l'idée de faire du mal à ses parents. Elle écrit également: les problèmes avec l'alcool ont commencé il y a longtemps. Il a commencé assez jeune. Il m'a dit qu'il abusait de l'alcool depuis l'âge de 6 ans. C'était un défi permanent aux règles et aux attentes des parents, mais cela a augmenté à cause des fêtes et des drogues supplémentaires qu'il consommait. J'ai noté qu'il y avait un risque élevé pour le futur de développer un trouble de la personnalité antisociale. Le pronostic est réservé. David Freeman n'a pas d'empathie pour les autres. Il reste dans cette école pendant toute l'année scolaire, 1993, et en ressort en 1994. On le laisse rentrer de chez lui auprès de sa famille, puisqu'il a eu un bon comportement tout du long durant cette école. Effectivement, le comportement de David, loin de sa famille, semble être en bonne progression. Mais le problème au niveau du foyer, lui, n'est pas forcément réglé. Brian, lui, est décrit comme un garçon très intelligent, agréable avec ses camarades, très poli au sein de son école, mais son comportement à la maison est totalement différent. Tout comme son frère, il contient beaucoup de haine et d'agressivité en lui, principalement dirigée contre ses parents. Plusieurs fois, la police est obligée d'intervenir dans la maison familiale afin de stopper une bagarre entre lui et ses parents. Rien ne sera laissé dans son casier judiciaire par rapport à ces incidents, car Brenda ne voulait pas dénoncer son fils pour ses actes de violence. Et tout comme David, Brian consomme de l'alcool de façon régulière à un très jeune âge. Brenda prend la même décision qu'avec son frère et il est envoyé dans un établissement spécialisé pour l'aider avec ses problèmes d'alcool. Mais là encore, l'effet voulu n'est pas celui obtenu. La haine de Brian s'intensifie. Il se sent rejeté, abandonné, en veut à la terre entière. C'est un adolescent perdu qui ne sait pas où est sa place. Mais cela change lorsqu'il fait la connaissance d'un autre pensionnaire. Et cet autre adolescent appartient au mouvement Skinhead
et il va lui expliquer tout ce qui concerne cette idéologie. Brian voit enfin une raison d'avancer en entendant les paroles de ce garçon, et dès sa sortie, il devient à son tour un skinhead. Le mouvement des skinheads en Amérique, je précise que cela concerne seulement l'Amérique, puisqu'il diffère dans des pays comme l'Angleterre. Ce mouvement concerne souvent des jeunes qui proviennent de classes moyennes, et dans leur profil, ce sont des personnes qui ont des situations familiales assez complexes. Et ce ne sont pas des personnes qui ont des difficultés intellectuelles, comme certains médias ont pu le laisser penser. On trouve des érudits, des personnes tout à fait éduquées et cultivées dans ces groupes. Pour Brian, le fait d'appartenir à un groupe lui donne un sentiment de contrôle et de pouvoir, une sorte d'échappatoire de sa vie familiale. Et dans sa tête, il se dit que toute la haine qu'il a en lui c'est de la faute des minorités et il doit s'en servir contre ces personnes. Les skinheads peuvent se déclarer nationalistes ou, comme pour Brian, se déclarer néo-nazistes. Ce qui signifie qu'il embrasse l'idéologie de la suprématie blanche, s'inspire des textes nazis, vouant ainsi une haine à toute personne d'une autre couleur de peau, aux juifs, aux homosexuels et aux personnes souffrant d'un handicap mental. C'est donc avec cette idéologie qu'il rentre chez lui et sans tarder, il explique tout à David et le persuade de rejoindre le mouvement avec lui. Peu de temps après, c'est leurs cousins qu'ils vont convaincre, Nelson Ben Beardwell, qu'on surnomme Benny. Il le persuade de les rejoindre également. Denis et Brenda semblent impuissants face à ce changement. Ils voient leur fils qui, quelques années auparavant, accompagnait leur père de porte à porte, répandant la parole des témoins de Jéhovah, à des garçons qui se rasent la tête et placent des posters d'Hitler dans leur chambre. Tout comme leur cousin, Benny, qui lui se rend à l'école avec un exemplaire de Mein Kampf, qui écrit des essais au sujet de la suprématie blanche et du Ku Klux Klan, et qui porte toujours une bague avec les initiales du KKK. Les autres membres des témoins de Jéhovah, comme les aînés, tentent de parler aux garçons Freeman et de les ramener avec eux dans ce qu'ils considèrent être le droit chemin. Mais rien n'y fait. Ils continuent d'aller plus loin avec leur cousin. Brenda continue de se battre pour les ramener à la raison. Denis et elle se disent que c'est une sorte de mise à l'épreuve de leur foi. C'est le mal qui tente de rentrer dans leur vie, mais qu'ils doivent continuer de lutter contre ça. Elle leur impose des règles, pas de cigarettes ni d'alcool à l'intérieur, un couvre-feu, une vérification de leurs résultats scolaires, mais la réponse des garçons face à ces règles est de les ignorer et d'aller encore plus loin dans la provocation. Leur tenue change, et leurs aspects physiques également, jusqu'à marquer visuellement leur nouvelle idéologie avec des tatouages nazis sur leur corps. À l'école, Brian et David impressionnent leurs camarades. Fini l'image des garçons parfaitement vêtus d'une chemise et d'une cravate. Ce sont des adolescents d'une stature impressionnante, 1m90, 110 kg pour David, 1m80, 100 kg pour Brian. Tous deux habillés de vestes en cuir, de boots militaires avec leur crâne rasé, une vision qui contraste totalement avec les personnes qu'ils ont connues des années auparavant. Les autres élèves les respectent, ils ne cherchent pas le conflit avec eux, et malgré le fait qu'ils aient un comportement agressif au sein de leur maison, ça ne se ressent pas autant en dehors. Leurs amis les décrivent comme des personnes très gentilles avec eux, mais remplies d'une haine à l'encontre de leurs parents et de leur petit frère Eric. Depuis le début, je n'ai pas beaucoup parlé d'Eric, mais il représente justement tout ce que ses frères ne sont plus. Il est le plus jeune de la famille, il a 5 et 6 ans de différence avec ses grands frères et il n'entretient pas de bonnes relations avec eux. Brian et David ne le supportent pas. Ils le considèrent comme le favori de leurs parents et ils le traitent constamment de lèche-botte. C'est vrai qu'Eric, aux yeux de ses parents, il représente l'espoir, l'enfant obéissant qui embrasse les croyances des témoins de Jéhovah, tout comme ses parents et ses grands-parents avant lui. En fait, il est tout simplement la continuité de leur des espérances de Brenda et Denis. Il y a un témoignage d'un événement survenu en 1994 qui peut montrer comment était la situation et le rapport des parents avec les deux garçons en comparaison avec Eric. Une amie des frères raconte cet événement. Elle et plusieurs autres jeunes étaient chez les Freeman et à l'heure du dîner, Brenda leur propose de rester manger. Ils acceptent. Au moment de se mettre à table, tout le monde est présent, sauf Brian et David. Ils sont punis. La situation est vraiment inconfortable. Il y a leurs parents, leurs petits frères et tous leurs amis, mais eux n'ont pas le droit de rejoindre le groupe. Elle raconte également que pour elle, ce n'était pas la religion le problème des garçons, mais les règles strictes que leur mère leur imposait. La majorité de leur haine était tournée contre elle.
Elle a entendu des phrases comme « un jour je vais la tuer » ou « je voudrais qu'elle soit morte » venant de leur part. Mais les garçons étaient calmes et gentils avec leur groupe d'amis. C'était juste sous la colère et la privation de liberté qui s'expriment ainsi pour elles. Le fait de voir leur petit frère être traité différemment exaspère Brian et David, et Eric devient leur bouc émissaire. Il le terrorise, l'insulte, se moque de lui, et lorsque sa tante lui demande comment ses frères le traitent, Eric répond « On ne sait jamais quand est-ce qu'on va mourir ». À plusieurs reprises, Brenda a demandé de l'aide au conseiller de l'école. Lui a reçu les garçons en consultation et il conseille de continuer les placements dans des centres. Et donc entre 1992 et 1994, il continue de faire des allers-retours entre différents établissements contre les addictions, pour les enfants difficiles à gérer. Et Brian a également fait des séjours dans des centres pour les personnes qui ont des problèmes mentaux, principalement pour l'aider à gérer sa colère et sa dépression. Mais comme je l'ai déjà dit, les garçons sont très intelligents et ils savent comment se comporter en dehors de leur maison. C'est une autre vision d'eux qu'ils montrent en public, malgré leur apparence visible. Même s'ils font partie d'une nouvelle communauté, ils ne se sentent pas forcément inclus et ont toujours ce sentiment de non-appartenance partout où ils vont. Brian, David et Benny vont alors s'exclure de leur groupe Skinhead pour créer leur propre groupe appelé Berserker. Ils continuent d'enfreindre les règles, ils rentrent après l'heure imposée par leur mère, complètement saouls, drogués et incontrôlables. L'année 1994 marque vraiment l'année de l'escalade des jeunes dans leurs idées néonazistes et aussi le désespoir des parents face à la situation. Spécialement en décembre 1994, lorsque Brian revient du salon tatouage, Brenda est horrifiée par ce qu'elle voit. Son fils vient de se faire tatouer la croix gammée nazie dans le cou. Le 31 décembre, contre l'avis de ses parents, il voyage jusqu'à Détroit pour participer à un concert de groupe Skinheads. Le 4 janvier 1995, Brenda punit les garçons en vendant leur voiture pendant qu'ils dorment. Ils sont furieux lorsqu'ils se rendent compte, et un d'eux dira même à un ami que s'il avait été réveillé lorsque ça s'est passé, il aurait tué ses parents. Le lendemain, ils reviennent avec de nouveaux tatouages, et cette fois-ci, ils ont fait tatouer leur front avec des inscriptions nazies. Brian a le mot Berserker de marqué et David, lui, s'est fait tatouer le mot Sieg Heil. Benny s'est rendu au salon de tatouage avec eux et s'est fait faire le même que Brian. Berserker, c'est par rapport au nom de leur groupe et Sieg Heil représente le salut nazi. C'en est trop pour Brenda, désespérée, elle appelle le conseiller de l'école et elle lui dit « J'ai perdu le contrôle de mes garçons. Je veux que Brian et David soient placés quelque part. N'importe où, mais pas temporairement, cette fois-ci à long terme. » Elle obtient le contact de Barry Morrison qui fait partie d'un groupe luttant contre la diffamation. Lorsqu'il entend la voix de Brenda au téléphone, elle semble être à bout de force. Et elle lui explique la situation. Je vous laisse écouter des passages de leur conversation. Je suis à bout de nerfs. J'ai besoin d'aide avec mes garçons. Mes fils, Brian et David, sont des skinheads. Je ne sais pas vers qui me tourner. Je ne peux plus les contrôler. Vos fils sont-ils violents, Madame Freeman? Une fois, ils ont agressé mon mari au cours d'une consultation. Consultation pourquoi? Toxicomanie et problèmes psychologiques. Mes deux garçons ont des problèmes, mais je les aime. Je ne peux pas les contrôler. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ils portent la croix gammée sur leurs vêtements, ils ont des médailles nazies et ils sont aussi tatoués. Avec des symboles nazis? Oui, sur leur front. Que recherchez-vous? Juste quelques suggestions sur la façon de les gérer. Ils m'ont menacé moi aussi. Est-ce que l'un de vos garçons a des problèmes de dépression? Oui, Brian. Il a aussi des tendances violentes. Il était sous traitement pour les contrôler, mais il a arrêté de le prendre. Je pense aussi que mes garçons ont eu un comportement que je ne peux pas tolérer, comme harceler et frapper les minorités. Laissez-moi y réfléchir. Peut-être que je pourrais faire quelques suggestions par la suite. Merci, je vous en serai reconnaissante. Durant le mois de février 1995, les choses deviennent hors de contrôle et même des amis des garçons s'inquiètent pour eux. Ils deviennent plus agressifs, plus violents. Ils parlent de cambrioler un magasin d'armes, de tuer des policiers et de faire souffrir leurs parents. Denis et Brenda décident de nettoyer leur chambre pendant leur absence. Ils enlèvent tous les posters, tous les symboles nazis qui sont présents dans leur chambre, ainsi que leur nouveau style vestimentaire. Quelques jours après, un collègue de Denis le retrouve en pleurs, assis à son bureau, regardant une photo de ses fils lorsqu'ils étaient plus jeunes, avant qu'ils ne deviennent skinheads. Il pleure et il se demande ce qu'il peut faire pour ses garçons. Il perd totalement espoir.
Brian, de son côté, vient de recevoir une sanction. Il est renvoyé de l'école pendant 5 jours parce qu'il a écrit des slogans nazis et dessiné des choses obscènes sur son dernier devoir. Il croise un camarade juste après et il lui dit qu'il s'en fiche d'avoir des problèmes puisqu'il veut tuer ses parents. Le 27 février 1995, Valérie, leur tante, se rend au domicile des Freeman vers 17h. Elle essaie d'ouvrir la porte, celle-ci est fermée, et elle trouve ça étrange puisque Brenda ne ferme jamais la porte à clé lorsqu'elle est chez elle. Et elle est pratiquement tout le temps à l'intérieur. Valérie a les clés de la maison, mais elle décide de faire le tour pour passer par la porte du garage. Elle remarque sur la route la voiture de son frère, et c'est étrange parce qu'il ne manque jamais le travail. Elle tente d'ouvrir la porte du garage, mais elle est encore fermée. Elle se dirige sur le côté de la maison, elle tente d'ouvrir la porte coulissante, cette fois-ci ça s'ouvre. Lorsqu'elle pénètre dans la maison, il fait froid, il fait sombre, tout est silencieux. Elle monte directement dans la chambre d'Eric et elle fait une découverte épouvantable. Quelques minutes plus tard, le voisin des Freeman entend frapper à sa porte, il ouvre et il découvre Valérie qui, d'une voix tremblante, demande à utiliser le téléphone. Elle doit appeler les secours, Eric est mort. Le voisin appelle le 911 et les policiers immédiatement se rendent à l'intérieur du domicile. Ils se dirigent en premier lieu dans la chambre parentale où ils découvrent le corps de Denis dans son lit. Il a été frappé plusieurs fois au niveau de la tête et sa gorge a été tranchée. C'est une vision d'horreur. Ils se dirigent ensuite vers la chambre d'Eric. Ils le découvrent dans son lit également, battu à mort, avec des coups au niveau de la tête. Ils continuent l'exploration des lieux et ils se dirigent au niveau du sous-sol. Ils découvrent le corps sans vie de Brenda, allongé sur le sol. Elle a été poignardée au niveau de l'épaule et dans le dos. À ses côtés se trouve un couteau sanglant et il y a aussi 2 croix gammées dessinées sur le mur derrière elle. La première question que se posent les policiers en voyant les inscriptions est de savoir si c'est un crime à caractère antisémite. Ils commencent à parler aux gens présents, ceux qui connaissent la famille, et ils apprennent la situation familiale compliquée, les menaces de Brian et David envers leurs parents. Il ne leur faut pas beaucoup de temps pour comprendre qu'ils sont les principaux suspects dans l'affaire. Ils ne sont pas présents dans la maison, la voiture de Brenda a disparu, personne ne sait où ils se trouvent, tout comme leur cousin, qui lui aussi est introuvable. Un mandat d'arrêt est diffusé contre les 3 adolescents et grâce à une indication, ils sont arrêtés au Michigan le 29 février. On découvre qu'ils se sont rendus dans un motel du Michigan en premier avant d'appeler un autre skinhead rencontré pendant la soirée du Nouvel An. Celui-ci les accueille sans savoir ce qu'ils ont fait, mais il l'apprend rapidement en voyant leurs photos dans le journal. Il contacte la police pour leur donner leur emplacement et permettre de les appréhender. La mère de Benny apprend l'arrestation de son fils et elle se rend jusqu'au poste de police du Michigan. Dans la première version des faits de Benny, il remet la faute sur les 2 frères, particulièrement sur Brian. En apprenant ça, Brian décide de passer un accord et de révéler tout ce qu'il s'est passé. Dans cet accord, il demande un avocat pour lui et son frère et à ce que la peine de mort ne soit pas envisagée. L'accord est passé et on apprend enfin ce qu'il s'est passé cette journée du 26 février 1995. C'était un dimanche banal pour la famille Freeman. Rien de spécial n'était prévu, juste de se reposer à la maison. Et en fin d'après-midi, Brian et David veulent aller voir un film au cinéma. Brenda les avertit qu'ils doivent rentrer avant 23h. N'ayant plus de voiture, c'est Benny qui passe les récupérer. Ils se rendent dans un fast-food, commandent à manger, puis ils vont dans un café avant de se rendre au cinéma pour aller voir le film. Le film finit à 22h30 et tous les 3 retournent chez les Freeman, donc avant 23h. Denis et Eric sont déjà en train de dormir, Brenda, elle attend que ses fils rentrent avant d'aller se coucher. Les garçons entrent, se dirigent au niveau du sous-sol. C'est un sous-sol aménagé où se trouve un salon et les chambres des garçons. Brenda descend les voir. Elle dit à Benny qu'il doit maintenant rentrer chez lui et que les garçons doivent aller se coucher. Benny sort par la porte d'entrée et Brenda remonte en haut. Quelques minutes après, Brian ouvre une des fenêtres du sous-sol et Benny s'y glisse pour rentrer à nouveau. Brenda entend les garçons faire encore du bruit. Elle descend, elle est contrariée de voir que Benny est revenu. Elle lui dit de partir et elle dit aux 2 autres d'aller dormir, puis elle remonte dans sa chambre. La scène se répète ainsi 2 fois et la dernière est la fois trop. Il est pratiquement minuit. Les garçons vont réveiller toute la maison s'ils continuent. Brenda est furieuse. Elle descend encore une fois pour leur dire d'arrêter.
Lorsqu'elle descend, elle tombe sur Brian. Elle lui demande qu'est-ce qui se passe et elle lui dit ça suffit maintenant. Mais finalement en retour, elle obtient juste des insultes de la part de son fils. Elle ne se laisse pas faire et elle lui dit qu'il n'a pas à lui parler comme ça. Elle est sa mère, il doit écouter et il doit obéir aux règles de la maison. Brian part dans sa chambre et il revient avec un grand couteau. En voyant l'arme, Brenda tente de partir en courant, mais son fils la rattrape et la poignarde dans le dos. La blessure est mortelle car l'arme touche son cœur. Mais Brenda fait preuve d'une force incroyable. Elle arrive à enlever le couteau de son dos, tentant de se défendre contre Brian. Celui-ci récupère l'arme en se coupant la main et il la poignarde une nouvelle fois dans l'épaule. À bout de souffle, Brenda s'écroule au sol. Brian reste près d'elle. Benny et David se cachent pendant la bagarre et ils constatent la situation en revenant auprès de Brian. Ils se munissent d'une batte de baseball, d'une pioche et d'un couteau et ils se rendent à l'étage. Ils attaquent Denis dans son sommeil, puis Benny va dans la chambre d'Eric et il s'attaque à lui également dans son sommeil. Ils redescendent, David vomit par terre et il sort prendre l'air. Plus tard, Benny s'en serait pris à Brenda à nouveau en lui affligeant de nouveaux coups, parce qu'apparemment elle ne serait pas morte encore à ce moment-là. Les trois garçons sont autour de la table, ils fument cigarette sur cigarette et ils réfléchissent à un endroit où s'enfuir. Ils décident de partir pour le Michigan, car Brian connaît quelqu'un là-bas. Concernant la décision de tuer Denis et Eric, c'est un peu flou, car les versions diffèrent. Brian en aurait donné l'ordre, à un autre moment il aurait suggéré, mais lui nie complètement ce fait. Benny n'a pas fait de confession de son côté. Il explique qu'il n'a pas participé au meurtre, seulement Brian et David. Et d'après sa première déclaration, les deux frères sont montés s'en prendre à leur père et à leur petit frère, mais lui est resté au sous-sol. Brian répétera plusieurs fois qu'il n'a jamais voulu ça, qu'il a perdu pied lors de la dispute avec sa mère. Les policiers demandent aux deux frères s'ils ont déjà proféré des menaces contre leurs parents, à d'autres personnes, comme à leurs amis. Ils diront que non, ou si c'est le cas, ils ne s'en souviennent pas, que s'ils l'ont dit, c'était sous le coup de la colère, mais que ce n'était jamais sérieux, c'était juste des paroles en l'air. Brian et David auraient pu être jugés comme mineurs, puisque au moment des faits, ils ont 17 et 16 ans, mais ils sont finalement jugés en tant qu'adultes. Les deux ne veulent pas passer par des procès, ils préfèrent avouer leurs crimes. Brian avoue le meurtre de sa mère et il est condamné à la prison à perpétuité. La sentence sera la même concernant David pour avoir pris part au meurtre de son père. Quant à Benny, lui a 18 ans, il clame toujours son innocence, mais un élément joue contre lui. Le t-shirt plein de sang qu'il portait cette nuit-là. Celui-ci révèle qu'il s'agissait de celui de Denis Freeman. Et vu les projections présentes sur le vêtement, il a dû se tenir au moins à côté de lui lorsqu'il a été tué. Ce qui est contraire à ce que lui affirme lorsqu'il dit qu'il n'a ni vu ni participé au meurtre. Pendant son procès, son avocat va essayer de justifier la situation en invoquant que, contrairement aux deux frères, le quotient intellectuel de Benny n'était pas aussi élevé. Il était de 78. De ce fait, il a pu ne pas comprendre toute la situation, se laisser manipuler par ses cousins et qu'il s'est enfui avec eux seulement parce qu'il avait peur. Sans compter le fait qu'il souffre d'anxiété, ce qui a pu jouer sur son état mental au moment des faits. Ça, ce sont les paroles de l'avocat. Lors du procès, on apprend que l'arme tenue par Benny contient le sang de Brenda, Eric et possiblement celui de Denis. C'est encore un élément à charge difficile à contester. Après des jours de procès, le verdict rendu, Benny est déclaré coupable de la mort de son oncle Denis Freeman et il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération. Concernant Eric, les preuves étaient insuffisantes pour condamner quelqu'un pour son meurtre. Parmi les trois victimes, c'est le seul pour qui on n'a pas désigné de coupable. Les meurtres de la famille Freeman ont bien sûr choqué toute la communauté de Allentown. Mais ils n'ont pas le temps d'analyser la situation qu'un autre drame survient dans cette petite ville tranquille de Pennsylvanie. Seulement quelques jours après les meurtres de la famille Freeman, à environ 10 minutes de là, un autre drame familial se produit. Jeffrey Horwath, 16 ans, demande à ses parents de rentrer. Il leur tend un piège en faisant en sorte qu'ils rentrent dans le domicile séparément. Il tire sur son père, George Horwath, 46 ans, à plusieurs reprises avec un fusil de chasse. Et il reproduit la même chose lorsque sa mère, Susan Horwath, 48 ans, rentre à son tour dans le domicile. Il s'enfuit, toujours avec en sa possession l'arme du crime, et il prend la route en direction du Missouri. Son grand frère, Steve, qui a fait ses études à l'université, rentre au domicile familial.
et il fait la terrible découverte. Les policiers vont rapidement suspecter Jeffrey à cause de plusieurs notes qu'il a laissées dans sa chambre. L'une d'elles indique « Je t'avais dit que je le ferais, Steve. Tu ne peux pas dire que je ne t'ai pas prévenu. » Et une autre dit « Je veux qu'on fasse un film sur moi après avoir tué tout le monde. » Il sera arrêté le 4 mars, après que sa voiture soit tombée en panne dans l'état du Missouri. Jeffrey n'a pas de similitude avec les frères, les habitants ne comprennent pas du tout ce qui a pu arriver. Il allait régulièrement à l'église avec ses parents, c'était un garçon timide et réservé, qui avait du mal à s'intégrer totalement dans son lycée, mais il n'a jamais montré de signes d'agressivité ou autre. Il y a tout de même une note écrite par Jeffrey qui va poser la question du lien entre les deux affaires. Dans cette note, il parle de jeunes skinheads qui ont tué leurs parents et que lui aussi pourrait devenir aussi cool. Mais Jeffrey n'était pas un skinhead. Il avait des affiches antiracistes dans sa chambre et il ne partageait pas les mêmes idéologies que les deux frères. Il n'y a pas de réponse concrète concernant le lien entre les deux affaires. Peut-être que le fait d'apprendre ce qu'il s'était passé quelques rues plus loin a décidé Jeffrey à passer à l'action. Lors de son procès, son avocat va plaider l'aliénation mentale. C'est vrai que Jeffrey souffre d'une grave dépression et il a subi des lésions cérébrales quelques années auparavant qui ont mené à des crises psychotiques. Du côté du procureur, on va invoquer le fait que Jeffrey détestait ses parents à cause de la pression qu'ils lui mettaient. Il avait du mal à réussir au niveau scolaire, mais aussi personnel et social. Et la haine était encore plus amplifiée par le fait que son frère, Steve, lui, réussissait tout. Il était la fierté de ses parents. À la fin du procès, c'est l'aliénation mentale qui est retenue. Jeffrey est donc non coupable et il est conduit dans un établissement psychiatrique. Il est actuellement toujours dans cet établissement et il a régulièrement de nouveaux examens concernant sa santé mentale. Concernant les frères Freeman et Benny, ils sont toujours en détention. Une de leurs tantes est restée en contact avec les frères et elle dit qu'ils parlent très peu de cette affaire. Ils s'effondrent à chaque fois qu'ils évoquent la situation et ils regrettent, tout en espérant que rien de tout ça ne soit arrivé. Brian est retourné vers les croyances de ses parents et il s'est fait baptiser témoin de Jéhovah. L'année 1995 a été une année très difficile pour tous les habitants de la ville de Allenton. Et ça a suscité de nouveaux débats concernant la gestion des groupes haineux dans la communauté. Certains appellent cette période l'avant-Columbine. Et ils pensent qu'après cette tragédie, la situation des Freeman aurait été différente. Est-ce qu'on aurait pu arrêter tout ça à temps ? On ne peut pas le garantir. Mais on aurait vu la situation avec un autre regard plus averti. En 1995, lorsque l'un des frères a rendu sa copie avec des inscriptions nazies dessus, la réponse de l'enseignant était juste qu'il devrait revoir certaines de ses idées. Si cela arrive aujourd'hui, j'ose croire que le professeur serait plus alerté et en parlerait à quelqu'un. Les parents aussi ont plus d'outils à leur disposition pour comprendre et chercher de l'aide, comme avec Internet. S'ils se questionnent, ils peuvent trouver des réponses de façon beaucoup plus rapide au lieu de laisser la situation s'installer et la laisser leur échapper. Mais finalement, avec tous ces éléments concernant les frères, est-ce que, même dans ce monde pré-Columbine, on n'aurait pas pu et dû faire quelque chose ? Des professionnels étaient au courant que les enfants buvaient depuis l'âge de 6-7 ans en cachette, qu'ils prenaient des drogues, qu'ils terrorisaient leurs parents, mais la situation est restée en l'état. Un des problèmes semble aussi être le fait que la communication entre les parents et le personnel éducatif était quasi inexistante. On ne voulait pas embêter l'un ou l'autre et les informations se perdaient. D'après ce que j'ai lu, le système scolaire a remis la faute sur les parents pour ne pas avoir donné une meilleure éducation à leurs enfants, de ne pas leur avoir donné des bonnes valeurs morales. Alors oui, il y a des lacunes de la part des parents, mais ils étaient aussi désemparés, tiraillés entre leurs croyances et le bien-être de leurs enfants. Brenda a cherché de l'aide et elle a expliqué sa situation à des gens plus qualifiés. Elle l'a fait alors même que les autres témoins de Jéhovah sont contre le fait de chercher une aide extérieure de la part des non-croyants. À mes yeux, ils ont cherché de l'aide, mais ils n'ont pas reçu une réponse adéquate à la situation. C'est un triste constat, mais encore une fois, il faut attendre qu'un tel drame survienne pour que le monde ouvre les yeux. Autre chose, c'est que Denis et Brenda, ils avaient peur de trop rentrer dans la vie des garçons, d'empiéter sur cet aspect de leur vie et de susciter encore plus de haine de leur part. Mais il vaut mieux être trop averti que pas assez. Et il ne faut pas laisser la situation continuer ainsi jusqu'à atteindre le point de non-retour.
Pour finir, je pense que oui, les parents ont un rôle majeur à jouer dans l'éducation de leur enfant, mais l'école également. On ne peut pas fermer les yeux sur les problèmes qu'ont les élèves au sein d'un établissement parce que ce ne sont pas nos enfants. Nous avons tous un rôle à jouer. À présent, les enseignants sont mieux formés face à ces situations et sont en mesure de plus alerter lorsqu'ils voient des éléments inquiétants. Bien sûr, ce n'est pas toujours évident, il y a des cas où il faut beaucoup plus pousser, mais c'est ainsi qu'on peut éviter beaucoup de drames, que l'on soit parent, professeur ou tout simplement citoyen. Sans parler forcément que des skinheads, cela englobe beaucoup d'autres choses comme la radicalisation ou encore l'embrigadement dans des sectes. Les adolescents sont à une période de leur vie où ils peuvent être très malléables. D'autant plus si l'enfant est dans une situation compliquée, là où ces groupes peuvent user de cette fragilité pour leur offrir un échappatoire. Si vous voulez en apprendre encore plus sur cette affaire, je vous conseille le livre qui m'a permis de faire la majorité de mes recherches. Il s'agit de Blood Crimes, The Pennsylvania Skinhead Murders de Fred Rosen. Vous avez la référence dans la barre de description. Je ne vais pas vous cacher que ça a été une affaire compliquée à étudier, parlant de sujets que je ne maîtrisais pas forcément, comme les témoins de Jéhovah ou encore les skinheads, même si j'ai pu en apprendre davantage en faisant mes recherches. Mais cette affaire a été quasiment non traitée sur YouTube et il me semblait important d'en parler. Le message derrière n'est absolument pas le jugement de croyance, de religion, mais d'inciter plus de vigilance concernant les enfants et leur comportement inquiétant. Et honnêtement, vu les sujets abordés, je ne sais même pas si la vidéo va être validée par YouTube, mais elle reste pour moi importante. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en mettant un like. Si ce n'est pas fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour les notifications. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.